Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. On voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qu'elle a depuis le matin. Une vie, une œuvre. Henri Calais, Francesca Piolo, Isabelle Huel. Qu'à Paris, il y en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas toujours Paris, voilà l'ennui. Guy Ponsard. Quand on demande de parler d'un écrivain qu'on croit bien connaître ou qu'on a beaucoup pratiqué pendant des années, ça pose d'abord un petit problème technique, il faut retrouver où les livres sont rangés. Et une fois qu'on les a retrouvés, on est toujours extrêmement surpris. La mémoire joue des tours, on est très étonné de ce qu'on revoit dans les livres. Alors j'ai essayé de mettre un peu de méthode dans tout ça. Et la première chose qui m'a frappé, qui ne m'avait pas frappé probablement depuis longtemps, c'était une histoire de date. C'est-à-dire que le premier livre de Calais, c'est La Belle Lurette, et c'est 1935, au début 36. Le deuxième, c'est Le Mérinos, et c'est 1937. Entre les deux, il y a Mora Crédit, Céline et Hôtel du Nord de Dabi. C'est des choses qui méritent peut-être d'être rappelées, pour bien se rappeler qu'il y avait, dans ces années-là, des gens qui avaient des choses à dire sur, pour faire vite, le petit peuple, ou les gens qui souffrent, ou les gens qui travaillent, ou déjà les gens qui étaient au chômage, et qui ne le disaient pas suivant les canons de l'optimisme révolutionnaire ou de la droite bien pensante. Et Calais s'y est retrouvé très vite, dès La Belle Lurette, et c'était encore plus net avec Le Mérinos, dans un espèce d'entre-deux bizarre où ceux qui auraient dû être ses supporters, si on peut dire naturels, lui reprochaient d'être beaucoup trop noir, de casser les enthousiasmes, d'être beaucoup trop individualiste, et où par contre, de l'autre côté, si on peut dire, il y avait des gens qui trouvaient que finalement c'était pas si mal écrit que ça, et que tout anarchiste qu'on le devinait, il était peut-être fréquentable. Voix d'Henri Calais pour l'émission Les Belles Lettres, Archivina, 17 novembre 1952. Le romancier Henri Calais, qui après M. Paul vient de publier Un grand voyage, ouvre ce numéro. Nous souhaitions qu'en même temps il s'ouvre à nous, mais il nous a répondu « La confession est impossible ». Et il a évoqué le souvenir d'un de ses grands amis, le poète René Daumal, mort il y a 2 ans, qui lui parlait de ce besoin de se livrer et de la difficulté qu'on éprouve parfois à le faire. C'est singulier. Lorsque je me trouve en face d'un microphone, comme à présent, il me prend toujours la subite envie de me confesser, de tout dire. Comment expliquer cela? En fait, cette cabine calfeutrée, très éclairée, ne rappelle en rien les confessionnaux pénombreux où je suis allé parfois jadis. Et pourtant, j'éprouve ici, maintenant, une pareille petite angoisse qu'alors. J'ai dans le dos une même sueur. Voici venu le moment de passer les aveux dans le silence absolu, de s'ouvrir en deux devant personne, car il semble bien aussi que de l'autre côté il n'y ait personne. Et chaque mot va prendre tout son poids de vérité ou de mensonge. On est parmi la plus grande solitude. Je ne suis sûrement pas le seul à ressentir cela. Depuis quelque temps, les hommes de lettres viennent à tour de rôle ici à Confesse. Que l'on ne croit pas que je sois opposé à ces exercices de maïeutique, à ces charcutages de l'âme par haut-parleur, non, il faut bien être dans le train d'aujourd'hui. On ne m'a jusqu'ici rien demandé de semblable. Je ne suis pas encore assez célèbre, ni peut-être non plus assez vieux, mais cela viendra, ne nous pressons pas. Pour le moment, je reste le jeune poulain, grisonnant, mais toujours en piste et gambadant. D'ailleurs, si mon tour devait un jour venir, je me trouverais bien empêché, car je n'ai pas attendu. J'ai déjà tout raconté. Péchés véniels ou mortels, mais à l'ancienne manière, c'est-à-dire par écrit. Oui, il y a Belle Lurette que j'ai passé les aveux complets, sans que jamais l'absolution ne me vienne. Tout à l'heure, j'ai employé l'expression « s'ouvrir en deux », et cela me rappelle un ancien souvenir qui remonte déjà à une quinzaine d'années. Le voici. Nous nous trouvions, René Daumal et moi, sur la plateforme d'un tramway de banlieue qui doit être depuis longtemps au rencard. Nous revenions de Châtenay-Malabry un soir. Nous avions passé l'après-midi chez Germaine et Jean Paulhan. C'était, il me semble, en hiver, mais un hiver peu rigoureux. J'ai tout à fait oublié ce que nous nous disions, mais je nous vois très nettement, serrés dans la foule. Lui,
Il était plutôt petit de taille, il avait, comme on dit, une demi-tête de moins que moi. À cette heure, il a le corps aussi de moins que moi. Nos amis s'en vont, je ne sais où, les uns après les autres. On finira par être tous seuls au monde. Oui, c'était l'hiver, tout comme maintenant. Le véhicule nous secouait rudement. J'ai encore dans l'oreille un grand bruit de ferraille. Ce que je tenais à relater, c'est que Daumal a soudainement élevé la voix, ou bien l'ai-je mieux compris pendant un arrêt du vieux tram. Il a dit, on voudrait s'ouvrir en deux et leur dire, regardez comme je suis. Et il a fait le geste d'une main de se couper de haut en bas. René Daumal n'a jamais pu s'ouvrir complètement. Personne ne peut vraiment s'ouvrir. On part en portant avec soi ce que l'on n'a pas eu le temps d'étaler une fois au grand jour, et c'est tant pis. Stoppons, musique. Jean-Pierre Baril, biographe d'Henri Calais. Calais est né le 3 mars 1904 à Paris, à la clinique Ternier, comme il l'a raconté très souvent, dans le 6e arrondissement. Son père s'appelle Raymond Feuille-au-Bois, sa mère s'appelle Anne-Sophie Claus. C'est une jeune femme d'origine flamande qui a 30 ans au moment de sa naissance. Seulement, le nom de Calais n'est pas Feuille-au-Bois. Il s'appelle Raymond Théodore Barthelmess, du nom du premier mari de sa mère. Il a également hérité de la nationalité étrangère du premier mari de sa mère, une nationalité qui est probablement allemande. Si on passe à son enfance, Calais a grandi dans les milieux populaires, dans les quartiers populaires également de Paris, à Belleville, à Grenelle, au Ternes, où il a passé quelques années en compagnie de ses parents. Et on peut dire que c'est une enfance qui a été à la fois rocambolesque et pittoresque. Aussi rocambolesque et pittoresque que les petits métiers qu'exerçait son père, qui était à cette époque un jeune anarchiste, qui faisait plein de petits métiers divers. On retrouve cette évocation dans La Belle Lurette, mais aussi dans Le Tout sur le Tout, et puis également dans Les Grandes Largeurs. Chanté par Frank Hutt. Un soir à la Madeleine, une automobile de bras versés. À la portière, une dame qu'elle aubaine se penche et fit monter pour la peine. Vrai s'installant près d'elle. Merci madame, lui dis empressée. Appelle-moi Mimi, reprit-elle. Je vais faire ça tout son mieux pour causer. Mimi, ma petite Mimi, oui, c'est un joli fille. Votre taxi, j'y passais bien mes jours et mes nuits. Voix d'Henri Calais pour Actualité du livre, Archivina, 1949. Voilà 40 années que je suis amoureux de Paris et que j'essaye de le dire. André Gide a écrit pourtant que l'on ne parle bien que de ce qu'on aime. Eh bien moi, je n'y parviens pas. Dès que j'en veux parler, je me mets à déraisonner et à faire des déclarations maladroites. Mais c'est aussi un signe d'amour. Oui, j'aime cette ville, j'ai tété son lait, j'ai respiré son souffle. Elle me tient au cœur, elle me tient chaud au cœur. Je ne me lasserai pas d'elle, c'est devenu entre nous une vieille liaison qui ne finira qu'avec moi. Mais il me semble que je retourne à mes divagations. Parlons plutôt d'autre chose. Après ces quelques années d'enfance, le petit Raymond Barthelmess fait une chute dans le garage où travaille son père et il est envoyé dans un pensionnat spécialisé à Berck-Plage, dans le pas de Calais, où il va passer 2 ou 3 ans. C'est un premier exil et c'est un exil très, très important parce que c'est pendant cette période que son véritable père, Raymond Feuille-au-Bois, quitte Anne-Sophie Claus. Et il la quitte, on peut dire que c'est une véritable trahison paternelle et quelque chose de tout à fait sordide, puisqu'il quitte sa compagne pour la fille d'Anne-Sophie Claus, celle qu'elle avait eue avec le dénommé Louis Barthelmess, hein, son premier mari. Donc lorsque Calais revient
Après ces 2 ou 3 années d'exil à Berck-Plage, où en fait il a été extrêmement malheureux, ses parents sont séparés et il rejoint sa mère qui vit toute seule dans une petite chambre de bonne du 17e arrondissement au 18 de la rue Brunel. Il va rester quelque temps avec elle et puis la Première Guerre mondiale éclate. Et lorsqu'arrive le 31 juillet 1914, Calais part tout seul avec sa mère. Il part dans un petit village de Belgique qui s'appelle Burt-les-Anvers, où une de ses tantes possède un café, le café de l'Isère. Donc Calais va passer toute une partie de son adolescence en Belgique occupée. Et il a donc suivi une scolarité régulière entre 1914 et 1919. C'est à ce moment-là qu'il retourne à Paris, toujours seul, en compagnie de sa mère. Et que va commencer pour lui l'ère des petits métiers, puisque son père revient également et regagne le foyer conjugal. Mais le retour du père de Raymond Barthelmess au foyer conjugal correspond immédiatement à l'arrêt de ses études, alors que, à fois, le petit Calais était fort brillant à l'école. Ça correspond pour lui à l'arrêt de ses études et à une entrée directe et précoce dans la vie active, dans la vie professionnelle. Donc à 16 ans, 1920, Raymond Barthelmess commence à travailler. Pendant 5 ans, il fait tous les petits métiers qu'on veut bien imaginer. Il est chimiste, il est clerc d'huissier, il est comptable, il est employé de bureau, il travaille un peu partout. C'est Volvic qui sera votre eau. Oh, 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 oh. Bien portant, hépatique, 1949, une biographie de Calais pour Tribune de Paris. Absolu. Pour la table, pour le régime, une seule eau, Volvic, la meilleure et la moins chère des eaux de classe. Buvez Volvic, Volvic, Volvic. Buvez Volvic, la meilleure eau. Oh, 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 oh. Vous allez entendre l'actualité du livre. Aujourd'hui, le tout sur le tout de M. Henri Calais, présenté par Claudine Chonez. Henri Calais est né à Paris le 3 mars 1904 dans le 6e arrondissement d'un père parisien et d'une mère flamande. Ses petites années se passèrent agréablement en voyage d'un quartier à l'autre, de Ménilmontant à Grenelle, de Grenelle au Terme. On déménageait facilement à cette époque. Il apprend à lire à l'âge de 5 ans, déchiffrant les enseignes des boutiquiers d'Harry des Acacias. À Paris, il se lance dans des carrières assez vagues. Petit clerc chez un huissier audiencier qui le pousse à suivre des cours de droit le soir au palais de justice. Être chimiste ensuite aux établissements Nicolas. Représentant en savon à barbe, Marc Erasmus. Courtier en agrandissement photographique, etc. Finalement, il s'adonne à la comptabilité pour une maison d'épicerie en gros, avec le sérieux qu'il apporte à toute chose. Les grandes familles, les beaux quartiers ont leurs historiographes. Ne faut-il pas qu'il y en ait aussi qui se consacrent aux petites familles, aux bas quartiers, comme on dit les bas morceaux. Personnellement, je serais plutôt pour les bas morceaux, une affaire d'inclination sans doute. C'est à présent qu'il conviendrait de citer la phrase d'André Gide que nous évoquions il y a un instant. On ne parle bien que de ce qu'on aime. Si mes héros, qu'ils se nomment cagneux, gais d'amour ou feuilles au vent, sont toujours ce qu'on appelle de petites gens, c'est parce que je les ai sous la main, près de moi et dans le cœur. Il m'est agréable et nécessaire de rappeler continuellement qu'ils existent, ce qu'ils n'ont pas le loisir de faire eux-mêmes. Ils sont très occupés d'autre chose. Ils vont de leur maison à l'usine et de l'usine à leur maison, car ils travaillent beaucoup. Ils se couchent de bonne heure, on les aperçoit à peine, bien qu'ils soient des millions. Ils sont la modestie même. On les inscrit à la naissance sur un registre, on leur donne diverses cartes, cartes d'électeurs, cartes d'alimentation, on leur donne même un livret militaire, et puis un jour on les raye du registre. En somme, c'est comme si rien ne s'était produit. Je trouve que cela vaut la peine de parler un peu de tous, et puis c'est encore une façon de parler de soi-même. Les 3 premières mains en l'air, pour tout le plateau, messieurs, dames. Je suis là qu'une fois par an, payez-moi le billet rond, 100 francs, 10 000 de nos anciens francs, messieurs, dames, toute la collection pour redémarrer l'après-midi. Alors j'ai dit, messieurs, dames, je vous sers, regardez bien. Et la pochette. On l'appelait le dénicheur, il était rusé.
comme une fouine. C'était un gars qui avait du cœur et qui dénichait les combines. En 1925, l'ère des petits métiers se termine. Et il trouve beaucoup plus de stabilité dans une société qui s'appelle la Société de l'électrocable et qui est sise de rue de Penthièvre dans le 8e arrondissement, où il va travailler 3 ans. Il y est comptable, mais en 1925, on sait très peu de choses de lui. En fait, ce qui nous renseigne le plus, ce sont les photographies qui ont été conservées à la bibliothèque Jacques Doucet, où on le voit dans des costumes toujours un petit peu étriqués, en costume du dimanche, parfois même avec des monocles. Et il promène un petit caniche de luxe au bois de Boulogne. Ce sont ces photographies, et qui existent par centaines. On voit véritablement que c'est un petit employé, un petit dandy communisant, comme j'ai pu retrouver cette formule dans des notes inédites. C'est également, il s'appelle également à l'époque le cynique rougissant. En août 1928, il part en vacances. Il est tout content, il vient d'avoir son permis de conduire, et il rencontre une jeune cantatrice russe, que les lecteurs de Calais peuvent retrouver sous le nom de Dagmara dans Monsieur Paul, sous le nom de Séraphine dans La Belle Lurette, de rares allusions. Sima est une jeune cantatrice russe, bien en chair, au visage un peu fort, un petit peu plus âgée que lui, et qui est déjà la mère d'un petit enfant qui est resté en Russie. Il va rester avec cette jeune femme 4 ans, jusqu'en 1932. Et là aussi, on n'a aucun renseignement, à part ce qui en est dit dans Monsieur Paul et dans quelques autres endroits de l'œuvre de Calais. En revanche, là encore, les photographies de la bibliothèque Jacques Doucet sont extrêmement précieuses, puisqu'on peut reconstituer tout le séjour de Calais, ou plutôt de Raymond Barthelmess et de Sima, en août 1929, le long de la French Riviera. À chaque étape de leur séjour, Cannes, Antibes, Napoule, Menton, Nice, Raymond Barthelmess fait des photos. Ces photos sont extrêmement émouvantes, ce sont des vieux sépias un petit peu décolorés, des marrons qui sont passés comme cette histoire. À partir de cette période et à partir de sa rencontre avec Sima, Raymond Barthelmess prend vraiment le goût du luxe et de la vie facile. Théâtre, restaurant, avant-première. Alors, et il joue en même temps, il joue de plus en plus aux courses. Donc en fait, il a un train de vie qui l'emmène finalement à la faillite assez rapidement. Bref, il a un énorme découvert. Et c'est ce qui va expliquer l'événement capital de sa vie, qui va casser sa vie en deux, puisque tout doucement et en silence, en août 1930, Raymond Barthelmess va déchirer sa vie en deux. C'est la veille de son départ en vacances. Et effectivement, Raymond Barthelmess fait ses adieux à la Société de l'électrocable en dérobant plusieurs centaines de milliers de francs, peut-être plusieurs millions de francs. Il part le 23 août 1930 en Belgique, puis en Angleterre, d'où il s'embarque pour Montevideo, à bord d'un bateau qui s'appelle Highland Hope, et qui va l'emmener donc dans la capitale de la République orientale de l'Uruguay, où il va arriver entre le 10 et le 15 octobre 1930. Il a également détruit la totalité de ses papiers, et il a eu plusieurs faux passeports. Donc l'identité de Raymond Théodore Barthelmess, qui était, on l'a vu, une identité qui était traître et traîtresse, tout cela disparaît. Alors Calais arrive à Montevideo en octobre 1930, et Montevideo, on pourrait croire que ça va être le début d'une formidable aventure. Montevideo en 1930, et pour Calais en fait, va être une capitale de l'ennui. Il arrive à Montevideo, il rencontre des proscrits, des révolutionnaires, des mauvais garçons, des voyous, des apaches. Il va dans des mauvais lieux, mais surtout ce qu'il faut noter, c'est qu'il s'ennuie terriblement. Il faut croire presque à la lettre tout ce qui est raconté à ce sujet dans Un grand voyage. Le 22 octobre 1930, Calais s'achète une somptueuse Chrysler qu'il va conduire sans permis pendant quelques mois. C'est la Chrysler d'Un grand voyage, mais c'est aussi une Chrysler qu'on retrouve photographiée sur des dizaines et des dizaines de clichés. En fait, Henri Calais est né en Amérique du Sud, à Montevideo, probablement en octobre 1930. Ce qui est sûr, c'est que le 27 octobre 1930, Henri Calais fait proroger au consulat du Nicaragua, à Montevideo, un passeport sur lequel il est marqué qu'il s'appelle Henri Calais, qu'il est né le 13 mars 1903 à Léon, qui est la seconde grande ville du Nicaragua, et que ce passeport... République du Nicaragua, Montevideo, le 27 octobre 1930. Enrique M. Martin, consul général du Nicaragua en la République d'Uruguay.
octroie un passeport et prie les autorités civiles et militaires des pays qu'il traversera de laisser librement circuler le citoyen nicaraguayen Henri Calais, né à León, Nicaragua, le 13 mars 1903, selon le passeport délivré par le consul du Nicaragua à Anvers, Belgique, et conservé pour être venu à expiration. Henri Calais est le fils légitime de Paul Calais, né à Namur, Belgique, le 8 janvier 1875, et de Marie van Gretem, née à Doorn, Hollande, le 18 juillet 1877. Henri Calais est célibataire et de profession commerçant, fait à Montevideo le 27 octobre 1930. Henri Calais s'appelle Henri Calais 5 ans avant de publier son premier roman chez Gallimard en 1935. Henri Calais, c'est pas un pseudonyme qui est adopté de manière courante au moment de l'entrée en littérature d'un jeune écrivain. C'est une fausse identité. C'est un nom d'emprunt. C'est une fausse identité, c'est un faux passeport. Et c'est donc c'est une fausse identité qui va devenir un pseudonyme. C'est ce qui explique aussi tous ces passages dans son œuvre où il s'attarde énormément sur son nom. Dans tous ses romans, Calais refait la généalogie de sa famille ou des familles qu'il invente, jusqu'à l'obsession. Il y a une obsession généalogique, il y a des arbres généalogiques dans tous les principaux romans de Calais. Dans La Belle Lurette, dans Le Mérinos, dans Fièvre des Polders, dans Le Tout sur le Tout. Je suis un pur produit d'avant-guerre. Je suis né dans un ventre corseté, un ventre 1900. Mauvais début. Il pataugeait dans le chemin des pauvres, mon père de 20 ans et ma mère, qui devait bien avoir du charme avec sa trentaine. J'en juge d'après les photographies que j'ai vues. Ils se sont rencontrés. Mon père, sur l'instant, se fit tatouer un cœur allégorique traversé d'une flèche sous le biceps gauche, parce qu'il était amoureux. Ils se sont mis à la colle. C'est l'expression de ce temps. Je suis venu et on est partis tous les trois. Tas petit de chair molle, oublié au fond d'un tiroir de commode aménagé sommairement en verso. J'ai fait ma collection d'images. J'ai empli mes yeux vides avec les fleurs du mur, la flamme remuante et plusieurs fois pointue de la lampe à pétrole, les lézardes sinueuses sombres sur le plafond gris. Bercé dans les grands bras solides, confiants, serré contre une poitrine chaude, j'ai eu les bons jours de la vie dans le vide. Rien que du chaud. Le lait blanc en jet du corps de ma mère et qui chatouille le gosier. L'odeur de la bouche de mon père, tabac et pernod mêlés qui venaient chez moi au travers des poils de moustache noire, en même temps que des mots. La marche des mains sur la peau de mon corps. Caresse qui partait du nombril et remontait jusqu'à la gorge. La petite bête qui monte, qui monte, qui monte. Kirikiki. Par la fenêtre tabatière, le soleil en rayon entrait et me trouvait dans mon tiroir. J'en avais plein la figure. Le bain de ciel. Dans cette même lucarne, il y avait la ville, Paris, et les pointes d'église embrumées jusqu'à la nuit, jusqu'à la lune. À ce moment, et d'un coup, les hommes avec leurs fenêtres faisaient des tas d'étoiles. Tout cela, et des jeux de pieds dans l'air me faisaient bien rire, souvent et bruyamment. Je rigolais ma vie. « 1949, voix d'Henri Calais pour Actualité du livre. En vérité, mon livre n'est ni tout à fait une autobiographie, ni tout à fait un roman. Il est d'un genre hybride. Je vous confesse que j'ai longuement cherché une étiquette qui lui convint. Je n'ai rien trouvé. J'avais songé quelque temps à livre fourre-tout, mais cette formule eût pu paraître quelque peu désinvolte. En définitive, j'ai renoncé à tout classement. Feuille au vent, le personnage qui parle à la première personne dans Le Tout sur le Tout me ressemble un peu, il est vrai. À force de le fréquenter, j'ai dû prendre certaines de ses façons d'être et de penser. Je crois même que je me suis mise à lui ressembler de plus en plus. Et à présent, je ne m'y retrouve plus là-dedans. Ai-je assisté vraiment à ces curieuses séances de fabrication de fausses monnaies dans la chambre de la rue des Acacias? Je n'en suis plus très sûr. Voilà le danger de cette sorte de livre.
Guy Ponsard. Je suis convaincu que si il a brouillé les pistes dans l'ensemble de ses livres de fiction de manière aussi invraisemblable, puisque depuis 10 ans, beaucoup de gens travaillent sur la vie de Calais et s'aperçoivent qu'elle était d'une complexité absolument épouvantable, à commencer d'ailleurs par son nom, puisqu'il ne s'appelait pas Calais. Je suis convaincu que c'est, bon, peut-être pour des raisons qu'on découvrira, je l'ignore, mais en tout cas, au départ, pour une espèce de profonde pudeur. L'idée qu'il a un matériau, il a une existence qui mérite d'être écrite, parce qu'après tout, il a vécu des choses, et des choses qui lui ont été imposées par la société, sur lesquelles il a envie de témoigner, mais il veut bien faire semblant de dire que c'est lui, parce que c'est une forme d'écriture qui lui convient assez bien, il n'a manifestement pas trop de difficultés à passer au jeu, mais en même temps, il ne faut pas charrier, donc on ne va pas quand même dire les choses comme ça. Et alors ce qui est intéressant, c'est quand on commence à se douter un peu, qu'il n'est peut-être pas si honnête que ça, on s'aperçoit qu'il y a toute une série de glissements, de petits dérapages, un petit peu comme le maniement qu'il fait subir aux expressions de la langue populaire. Le tout sur le tout, par exemple, qui est un autre de ses titres. La plupart des gens disent plutôt le tout pour le tout. Calais, lui, sait, parce qu'il écoute très juste, que les gens disent toujours qu'ils vont miser le tout sur le tout, puisque c'est la formule qu'il a apprise sur un champ de course. La première fois que son père l'a emmené sur un champ de course et qu'il a découvert qu'il était un flambeur. Donc le tout sur le tout. Et cette espèce de petit décalage, on le retrouve à l'intérieur des livres. Par exemple, sur les dates. Dans La Belle Lurette, Calais dit quelque part qu'il est né un 14 juillet. Ça semble à peu près complètement faux. Quand il part en Suisse, juste après la guerre, avec Jean Paulhan, probablement, en tout cas à la même époque que Jean Paulhan, parce que Jean Paulhan a fait un petit voyage en Suisse, pour en ramener, lui, un texte qui s'appellera « Rêver à la Suisse », il quitte Paris le 14 juillet. Et il arrive en Suisse, ou du moins il est encore en Suisse, le 1er août, qui est, comme on ne le sait peut-être pas, le jour de la fête nationale suisse. Et le 1er août, il y a des fanfares, il y a de la musique, c'est une fête nationale, mais il y a quand même un musicien qui meurt, qui a une crise d'apoplexie, et qui meurt. Et Calais le remarque évidemment et constate au moment où il est clair que le musicien vient de mourir donc en pleine fête nationale, le musicien a été entendu sur un matelas, entouré de petits enfants curieux. Il est mort là, une nuit de fête nationale, sans faire de bruit. Certes, nul ne choisit son instant ni son coin pour cela. Qui sait où et quand il nous adviendra de nous mettre à agoniser et à mourir. Il n'est pas certain que nous y prenions aussi simplement, aussi dignement que ce trombone, ni que nous ayons des enfants tout autour de notre lit si par chance nous avons un lit, ni que l'on joue le cantique suisse à notre intention, ni que l'on éclaire le ciel de fusées roses et vertes. La soirée était gâchée. Le lendemain, je lis dans la feuille d'avis que le défunt, comme on l'appelait déjà, avait 39 ans, qu'il laissait 3 enfants et qu'il était très avantageusement connu dans la région, où il comptait, disait encore le journal, de nombreux amis. 1er août équivalent d'un 14 juillet. Calais est mort le 14 juillet 1956. Les 6 mois que Calais a passé en Amérique du Sud, c'est pas du tout la grande aventure. C'est une aventure extrêmement dure finalement, où Calais est totalement perdu. Il est très incertain de son identité, et on va voir qu'il est même très incertain de son identité sexuelle. D'abord, il s'accroche un peu à la cocaïne, et puis ensuite, il s'accroche durement. C'est-à-dire qu'il en prend un peu et ensuite il en prend à outrance. J'ai retrouvé dans ses agendas qu'à la cocaïne, que de toute façon il en prend tous les jours, et qu'ensuite à la cocaïne succède l'héroïne. Hein, et il finit par mélanger tout ça. Donc tout ce qui est dit, hein, cette expérience de la drogue, qui va crescendo, bon, c'est un phénomène assez classique. Cette expérience qui est relatée de manière véritablement poignante dans Un grand voyage, son dernier roman finalement, c'est quelque chose de très important, puisque ça traduit avant tout un terrible désarroi. Alors évidemment, là aussi, l'argent de la société de l'électrocable passe évidemment dans cette héroïne et dans cette cocaïne que Calais achète à profusion pour l'ensemble de ses amis. Parmi ses amis, un jeune homme, un jeune poète, homosexuel, qui s'appelle Luis Eduardo Pombo.
Luis Eduardo Pombo. C'est le Juan Manuel d'un grand voyage, c'est le Jaime de Monsieur Paul. C'est quelqu'un dont il existe un nombre considérable de photos. Et ce sont des clichés sur lesquels on voit Calais et Pombo dans des poses plus ou moins audacieuses au bord du littoral atlantique. Calais aime Pombo. Calais qui déclare dans Le Grand Voyage avoir l'homosexualité en aversion. Hein, il dit que l'homosexualité lui procure une véritable répulsion, tombe amoureux d'un homosexuel qui finalement va le repousser. Alors va succéder à cet amour contrarié, qui est décrit d'ailleurs de manière très tendre et finalement extrêmement délicate par Calais dans Un Grand Voyage, presque 25 ans après. Ce qui succède au départ de Calais, qui va revenir en Europe peu de temps après ce drame où Pombo s'est refusé à lui, eh bien, il va succéder une correspondance qui est miraculeusement revenue d'Amérique du Sud en France, qui comprend toutes les lettres envoyées par Calais à Pombo de 1930 à 1956. Ce sont des lettres d'amour désespérées, ce sont des appels au secours, hein, parce que Calais va avoir une vie d'errance, une vie d'exil à Berlin, en banlieue parisienne, à Paris, au Portugal, pendant 4 ans, de 1931 à 1934. Et c'est pendant ces années-là que Calais écrit à Pombo. Il lui demande aussi, d'ailleurs, dans des PS qui sont tout à fait extraordinaires, des post-scriptum, il lui demande aussi souvent 1 gramme de cocaïne pour les nuits lourdes. Il lui dit à un moment, t'en as jamais refusé, moi, quand les nuits étaient lourdes. Eh merde, cette poule, hein. Pour la tirer. Tu tires 2 fois, là, si tu veux 2 points. Ah, ils ont plus rien. Oh là là, regarde. Plutôt le 16 juillet 1933. Pombo, mon cher Pombo, mon ami, il faut que tu me répondes. Mon esprit, trop logique sans doute, se refuse à admettre qu'il soit possible qu'on soit oublieux à ce point. Il me faut des suites. Je n'ai pas de goût pour les histoires inachevées. Je dois te dire, Pombo, et c'est une confession, que je ne t'ai pas oublié. Depuis plus de 2 ans déjà, tu restes présent à mes côtés. Il faut me répondre. Mon cher, je ne puis pas t'écrire. Il m'est douloureux ce retour dans le passé. Des mots pour toi, ce n'est pas assez. Il faut te serrer fortement le bras, jouer avec toi. Nous étions 2 chiens. Te mordre, nous étions 2 hommes. 1000 déboires et un grand malheur de tous les jours. Mais Pombo, cela n'est rien. Je suis resté droit et pur. Et ma peau est toujours blanche et mon torse est toujours d'un adolescent. Une grande misère, Pombo. Mais toujours un rayon de soleil dans l'œil. Tu es mon ami. Mon unique ami. Ami. Je suis pauvre, ne me laisse pas. Je n'écris pas davantage. Petit Pombo. Tu m'as donné de la joie. Écris-moi, j'ai soif de nouvelles. Au revoir. Henri Calais. C'est faire de voir son Pernod, car sur terre, sans mystère, un Pernod, il n'est rien de plus beau. Et pour faire des affaires, pour chacun à l'heure de l'apéro, reste sauvère, c'est pépère, de Pernod. Vous allez entendre l'actualité du livre. Aujourd'hui, le tout sur le tout de M. Henri Calais, présenté par Claudine Chonez. Avec le même sérieux, il décide de connaître l'aventure quelques années plus tard. Il s'embarque pour l'Amérique du Sud, à la recherche d'un demi-frère qu'il n'a jamais vu et qu'il retrouve dans une petite ville du Brésil. Après un court dialogue, ils vont finir l'après-midi au cinéma et le soir même, ils se quittent. Calais pense encore très souvent à ce demi-frère brésilien, un peu sauvage. Après l'Amérique du Sud, Calais parcourt l'Europe, l'Angleterre, l'Allemagne, d'où il s'en va le jour de l'arrivée de Hitler au pouvoir. Il s'installe de nouveau à Paris, se fait inscrire sur les listes de chômage. Il a 30 ans. Il demeure près des buttes Chaumont pour quelque temps. Repris par le goût des voyages, il part pour le Portugal, qui était alors un pays où l'on vivait pour peu d'argent. De là, il va aux Açores, où la vie était encore moins chère. C'est là, dans la petite île de San Miguel, qu'il commence à écrire son premier roman, La Belle Lurette.
Henri Calais aime beaucoup les îles. Il trouve qu'il n'y a pas d'endroit plus propice. Il retourne en France en juillet 1932, mais il se terre, il se cache. Il risque beaucoup de choses. Hein, s'il est, comment dire, d'abord il vit avec des faux papiers. Henri Calais, tout simplement, c'est une fausse identité. Donc il se terre. Ce qui est important, c'est que tout de même, Calais a pris la décision de partir, de se recréer. Et là, il va véritablement donner corps à Henri Calais. Il commence à écrire La Belle Lurette. Et La Belle Lurette, qui est, même si ce premier roman de Calais est on pourrait l'appeler le roman de la mer, en quelque sorte, si on le compare au tout sur le tout. Et Dieu sait que le passage, le chapitre de La Belle Lurette qui concerne sa mère est sans doute, à mon sens, un des plus beaux chapitres de toute l'œuvre de Calais. Mais je crois plus que le roman de la mer, encore. La Belle Lurette est véritablement le roman d'Henri Calais. Hein, c'est toute une recréation de soi, à partir de laquelle toute l'œuvre va se poursuivre. Ce qui est très important aussi de noter pendant ces années d'errance, c'est que, alors que Calais vient tout juste de revenir du Portugal en France, il est condamné par défaut, puisqu'il ne se présente pas au tribunal de la Seine. Il est condamné par défaut le 16 octobre 1934 à 5 ans de prison et 8000 francs d'amende. C'est un an après, jour pour jour, que paraît La Belle Lurette. Donc Calais fait son entrée en littérature, au lieu d'aller en prison, il fait son entrée en littérature. C'est une période qu'on peut faire aller naturellement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et Calais va donc publier 3 romans en 5 ans, au lieu de passer 5 ans derrière les barreaux. On pourrait caractériser cette période d'une formule que je trouve assez bonne et qui s'appelle La Manière noire. C'était le titre d'un article qu'un journaliste avait écrit à son sujet, au sujet de La Belle Lurette. Bon, il publie la Belle Lurette en 1935. 2 ans plus tard, il écrit le Mérinos, qui paraît en plein Front populaire, et qui est un roman terriblement sombre et cruel, très dur. Cruel au point de blesser le regard de celui qui le croise, disait Georges Génin, un ami de Calais, dans un article qu'il avait écrit à cette époque. Seulement, il faut voir aussi que c'est un roman terriblement courageux et loyal. Qu'est-ce que c'est que le Mérinos? C'est la dernière journée d'un chômeur qui a décidé de se suicider. Et je dis bien d'un chômeur qui a décidé de se suicider, puisque tout le roman, c'est ce malaise, c'est ce combat avec le suicide, l'espace d'une journée. Et puis 2 ans après, en 1937-38, Calais publie chez Gallimard son 3e roman qui s'appelle Fièvre des polders, qui est un roman beaucoup plus littéraire que les autres, qui est écrit à la 3e personne. C'est le seul roman de toute l'œuvre de Calais qui est écrit à la 3e personne, avec le Mérinos, mais qui a un statut hybride entre la 1re et la 3e personne, donc beaucoup plus particulier, et puis Un grand voyage. Mais surtout, Fièvre des polders est le seul véritable roman de Calais, à proprement parler. Tout simplement parce que l'on n'y retrouve pas une figure, entre guillemets fictive, où Calais se serait peint lui-même. Pendant cette période de 35 à 39, j'aimerais dire aussi quelques petites choses sur la vie de Calais. Calais n'arrive pas à joindre les 2 bouts. Hein. Il vit dans une jeune proche de la misère, véritablement, et c'est pour ça qu'à partir de 1937, il exerce une profession de correcteur dans un journal qui s'appelle La Lumière, où il travaille à mi-temps 2 jours par semaine, ce qui lui laisse le temps d'écrire ses romans. Mais ce qui est plus important de noter aussi, je crois, c'est qu'il s'engage de manière très directe et très concrète au sein du Centre d'aide aux intellectuels d'Espagne qui s'était formé à l'automne 1938 à Paris. C'était un comité prestigieux dans lequel figurait André Gide, Roger Martin Dugard, qui devait avoir très bientôt le prix Nobel. Donc un comité prestigieux qui servait surtout par son prestige même à gagner à la cause des intellectuels catalans et espagnols qui se retrouvaient dans les pires difficultés à la suite de la guerre d'Espagne. Donc ça servait à les aider tout simplement. Calais a très concrètement participé à ce comité, à ce centre. Et il s'est fait au sein de ce comité aussi des relations qui sont très très importantes pour la suite de sa vie. Et puis également, il faut souligner une petite aventure assez remarquable, je crois en tout cas, qui est une expérience radiophonique. C'est le quart d'heure de la NRF. Le quart d'heure de la NRF est l'intitulé d'une émission qui est créée, je crois, par Jean Paulhan,
en 1938-1939. Et Pollan, sachant très bien que Calais vit dans des conditions vraiment très difficiles, lui offre la responsabilité de cette émission. C'est un petit quart d'heure, hein, comme son nom l'indique, et c'est un petit quart d'heure où la NRF parle de la NRF. Pour ma part, je ne suis encore arrivé à aucune certitude, ou plutôt, j'en ai perdu beaucoup en cours de route. Tout au plus me permettrais-je d'avancer que la vie est brève, mais tout le monde sait cela, je veux dire tous les hommes de mon âge. Oui, c'est à peu près ma seule découverte. Mais je sens que je vous déçois un peu. Aussi, ça me paraît capital, au contraire. Je pourrais ajouter encore qu'à mon avis, la récompense est sur la terre à tout instant et non pas au ciel plus tard, que tout se passe ici et maintenant. Et si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, ce serait de prendre, d'avaler tout ce qui se présente, de ne jamais rien laisser sur son assiette, de sucer chaque minute jusqu'à l'os. Car j'ai observé que, le temps passant, tout cela fait d'intéressants souvenirs à ressucer dans les moments creux. Mais me voilà bien loin de la philosophie. Paris, 9 mai 1939. Mon cher Pombo, pour une fois, je suis fautif. Je n'ai pas encore répondu à ta lettre. Je pourrais te dire que mon livre m'a entièrement absorbé. Ce ne serait pas tout à fait vrai. Non. Je remets toujours au lendemain la tâche de t'écrire. J'ai trop à te dire et trop de temps et d'espace nous séparent. Je suis ma vocation, qui est d'écrire. Je viens de terminer un roman, Fièvre des polders. Il paraîtra en automne, si nous avons un automne. Je continue à m'occuper des Espagnols. Ne pourriez-vous en accueillir à Montevideo ou faire une souscription comme on en fait ailleurs? La plupart voudraient aller en Amérique du Sud. Veux-tu que je te raconte ma vie? Commençons par le dimanche, à la juive. Le dimanche, mes parents passent la journée avec nous. Lundi, rien. Mardi, rien. Mercredi, après-midi, imprimerie. Jeudi, de 7h à 14h, de nouveau, imprimerie. Jeudi soir, cinéma. Vendredi, visite à Jean Pollan à la NRF. Soir, réunion chez nous de quelques amis. Samedi, rien. Voilà, les règles immuables de notre vie. Nous sortons très peu. Il me reste, tu le vois, assez de temps pour travailler. Nos ressources sont minimes. Je suis heureux. La mer me manque un peu. Depuis 4 ans, je ne l'ai pas vue. Depuis le Portugal. En des temps moins troublés, je garderai l'espoir de décrocher un prix littéraire, seul moyen de connaître un gros tirage qui nous permettrait de voyager, de venir te voir. Mais on lit plutôt les journaux. Au revoir, mon bien cher ami. N'oublie pas de m'écrire. Ton Calais. En 1940, cela fait déjà 5 ans que Calais a été condamné à 5 ans de prison et 8000 francs d'amende. Donc il y a prescription et ça lui donne la possibilité de se marier avec une jeune femme hongroise qui est juive et qui s'appelle Marthe Klein. Il l'épouse le 23 janvier 1940 à la mairie en toute légalité, à la mairie du 15e arrondissement. Et puis, très vite, il part à la guerre. Il est mobilisé, étant donné que, justement, maintenant qu'il s'appelle de nouveau Raymond Théodore Barthelmess, eh bien, il est mobilisable et il rejoint une compagnie de mitrailleurs à Auxerre en avril 1940. Des plaisirs variés, l'amour et la fortune, pour vous j'irai décrocher la lune. Et nous serons heureux longtemps, dans nos meubles qui viendront le chez Lévitan. Établissement Lévitan, 63 boulevard Magenta, Paris. Vous allez entendre l'actualité du livre. Aujourd'hui, le tout sur le tout de M. Henri Calais, présenté par Claudine Chonaise. Calais est mobilisé dans un dépôt d'Auxerre. Il devient rapidement caporal, sans passer par le peloton. Caporal honoris causa, en quelque sorte. Les Angevins 40, les Allemands le font prisonnier. Il est envoyé en Allemagne, mais là-bas, il monte en grade aussi. On le nomme premier interprète. Et il s'évade au bout de 7 mois. De passage à Paris, il en profite pour faire d'assez tristes balades. Puis se réfugie en zone libre, à Lyon d'abord, à Tarbes ensuite, où il obtient un emploi de statisticien dans une usine de céramique électrotechnique dont il devient directeur après 1 an.
Pendant une période de vacances dans les Pyrénées, il écrit Le Bouquet. Il ne pourra paraître qu'à la fin de la guerre. En octobre 1944, il revient à Paris. Il entre à Combat, où il fait pendant 1 an des chroniques et des reportages. Et il réussit à franchir la ligne de démarcation et se retrouve à Lyon, qui est la capitale intellectuelle de la résistance en quelque sorte à l'époque, où il arrive début février 1941. Pascal Piat, qui sera quelques années plus tard le patron avec Albert Camus du journal Combat, Pascal Piat le recueille 15 jours chez lui et lui conseille d'écrire ses souvenirs de captivité. C'est avec ce bon conseil que Calais part dans un premier temps à Tarbes, où il va exercer une profession assez saugrenue, la profession de statisticien, dans une usine de céramique. Et puis, il y travaille à peu près 1 an, et ensuite il parvient à gagner le petit village de Cadéac-les-Bains, où il s'est rendu avec un but bien précis, avec le désir d'écrire Le Bouquet, qui est la relation de sa guerre et de sa captivité. Et puis, après quelques hésitations, il va retourner travailler pour la compagnie générale